Ma sœur m'a brisé une côte, j'étais en sang, j'ai voulu appeler les flics, maman a pris mon téléphone, c'est qu'une côte, tu vas gâcher son avenir, papa m'a traité d'hystérique. Il ne savait pas ce que j'allais faire. Ma sœur m'a brisé une côte. J'étais en sang, par terre, le souffle coupé, et j'ai voulu appeler les flics. Mais ma mère m'a arraché le téléphone des mains en hurlant, c'est qu'une côte, tu vas gâcher son avenir. Pendant ce temps, mon père m'a traité d'hystérique. Il pensait que j'allais pleurer et me taire, comme d'habitude. Il ne savait pas ce que j'étais sur le point de faire. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, de cette trahison familiale, j'aimerais vous demander quelque chose. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais vraiment le savoir, sentir votre présence. Maintenant, retournons dans le nord de la France, à Roubaix. Je m'appelle Adélie, j'ai 23 ans. Mon refuge, mon sanctuaire, c'est mon travail à temps partiel aux archives municipales de Roubaix. J'aime le silence des salles de lecture, l'odeur du vieux papier, la précision des faits. Aux archives, tout est classé, vérifié, préservé. La vérité est là, écrite noir sur blanc, immuable. C'est l'opposé absolu de ma vie de famille. Chez nous, dans notre vieil appartement de Roubaix, un T4 aux murs jaunis par le temps et la négligence, l'air est toujours lourd. Il est chargé d'une tension qu'on pourrait couper au couteau. La source de cette tension, c'est ma sœur, Isaline. Elle a 25 ans, et elle est l'enfant prodige de la famille. Enfin, c'est ce que ma mère, Prudence, veut croire. Isaline est au chômage depuis qu'elle a quitté l'université, mais elle a toujours de nouveaux vêtements, des produits de beauté hors de prix, une vie sociale qu'elle finance on ne sait comment. C'est l'enfant en or, celle pour qui tous les sacrifices sont permis. Surtout les miens. Et puis il y a moi. La seconde, l'invisible, celle qui doit se débrouiller. Je travaille aux archives tout en essayant de mettre de l'argent de côté pour mes études d'art, mises en pause faute de moyens. Chaque euro que je gagne est compté, chaque pièce de 2 € mise de côté dans une jarre. Je me souviens avoir marché sous la pluie battante pendant 40 minutes, de la station de métro à la maison, juste pour économiser les 20 € de mon pass de métro hebdomadaire. J'étais rentrée trempée, frigorifiée, juste pour trouver Isaline en train de déballer un nouveau manteau en cachemire qu'elle venait de s'offrir. Ma mère, Prudence, lui caressait les cheveux en disant « Oh, tu as bien raison ma chérie, il faut savoir se faire plaisir, c'est important pour le moral. » Mon moral à moi, personne ne s'en souciait. Mon père, Anselme, lui, est une ombre. Il est là, mais il n'est jamais vraiment là. Assis dans son fauteuil usé, le nez plongé dans le journal local, La Voix du Nord, il soupire quand les voix montent, mais n'intervient jamais. Il est le complice silencieux de ce déséquilibre, prétendant être sourd aux conflits qui rongent notre foyer. Il tourne la page quand Isaline hurle, il hausse le volume de la télévision quand Prudence me fait des reproches. Je vivais dans cette dynamique toxique, ce triangle de favoritisme et de négligence, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Isaline obtenait tout, je payais les pots cassés. Maman la défendait, papa se taisait. J'avais l'habitude de ravaler ma salive, de me réfugier dans l'ordre de mes archives, en attendant le jour où j'aurais enfin assez d'argent pour partir, pour louer un studio, n'importe quoi, même une chambre de bonne sous les toits. J'étais habituée à son mépris, à sa jalousie sourde. Je savais qu'elle me détestait de travailler, de tenter de construire quelque chose. Mais je ne savais pas encore jusqu'où cette jalousie pouvait la pousser, ni à quel point ma famille était prête à me sacrifier pour elle. J'allais la prendre de la manière la plus brutale qui soit. La jalousie d'Isaline n'était pas seulement passive, elle n'était pas faite que de regards méprisants ou de piques lancées à table. Elle était active, vicieuse, et elle opérait dans l'ombre. Ce n'était pas que des vêtements volés dans mon armoire ou des plans annulés à la dernière minute. C'était un sabotage calculé, méticuleux. Je m'en suis rendu compte quelques mois avant l'agression, un incident que j'avais essayé d'oublier, mais qui aurait dû m'alerter. J'aimais mon travail aux archives. C'était le seul endroit où j'existais par moi-même, où ma valeur n'était pas mesurée à l'aune des désirs d'Isaline. Ma supérieure, Madame Verlet, était une femme d'une 60aine d'années, stricte mais juste, une historienne qui, comme moi, croyait aux faits et à la rigueur. Un jour, elle m'a convoqué dans son bureau, l'air visiblement troublé,
ce qui n'était pas dans ses habitudes. Adélie, m'a-t-elle dit, en joignant ses mains sur son bureau en chaîne. J'ai reçu un appel, étrange, à votre sujet. Mon cœur s'est serré. Je n'avais fait aucune erreur. J'étais toujours ponctuelle, mon travail de catalogage était impeccable. Elle a continué, une jeune femme a appelé ce matin. Elle ne s'est pas présentée, disant être juste une amie inquiète. Elle m'a dit que vous traversiez une période difficile, que vous aviez des problèmes psychologiques et que vous n'étiez pas stable. Elle a même insinué qu'on ne devrait pas me faire confiance avec des documents originaux importants. Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas d'amis de ce genre. La voix, le ton mielleux et faussement inquiet, je n'avais pas besoin de plus de détails. C'était Isaline. Elle avait trouvé mon lieu de paix et elle essayait de le détruire. Elle tentait de me faire perdre le seul endroit où je me sentais compétente et respectée. J'ai senti les larmes de honte me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. Madame Verlet, ai-je dit, ma voix tremblant à peine, c'est faux. Je n'ai aucun problème psychologique. Je pense que c'est une tentative malveillante de... Elle m'a interrompu d'un geste de la main. Adélie. Je vous juge sur votre travail. Et votre travail est irréprochable. Je ne crois pas aux ragots anonymes, je crois aux faits. L'affaire est close. Elle avait classé l'affaire, mais la honte et la colère sont restées en moi. Isaline avait osé s'attaquer à mon gagne-pain, à ma seule porte de sortie. Ce n'était que le début de mes découvertes. À la même époque, j'ai commencé à recevoir du courrier étrange. Des lettres qui n'étaient pas des factures habituelles. Des enveloppes à en-tête de sociétés de crédit bien connues, comme Sofinco ou Cofidis. Je n'avais jamais fait de crédit de ma vie. Je vérifiais toujours le courrier avant tout le monde. C'était une vieille habitude, un mécanisme de survie pour intercepter mes relevés de notes ou toute autre chose qu'Isaline pourrait utiliser contre moi. Un jour, j'ai ouvert une de ces lettres. C'était un échéancier de paiement pour un crédit à la consommation de 5 cents euros. À mon nom. Adélie. Mon adresse. J'ai eu le souffle coupé. J'ai couru dans ma chambre. La semaine suivante, une autre. D'une autre société. Cofidis. Pour 300 euros. J'ai commencé à trembler. Quand j'ai montré ça à ma mère, Prudence, elle a à peine jeté un œil à la lettre avant de la balayer d'un revers de main. Encore une erreur informatique. Ils se trompent tout le temps à la banque. Jette-moi ça, ça ne vaut rien. Mais mon instinct d'archiviste m'a dit de ne rien jeter. Un archiviste ne jette jamais une preuve. J'ai commencé à les collectionner. Je les sortais de la boîte aux lettres en cachette, avant que quiconque ne les voie, et je les gardais dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Je savais qu'Isaline était dépensière. Je savais que ma mère couvrait ses dettes. Mais je commençais à soupçonner quelque chose de bien plus sombre, de bien plus illégal, qu'elle n'utilisait plus seulement mon argent, mais aussi mon identité. Je vivais sur une poudrière. Je travaillais, j'économisais, et pendant ce temps, dans mon dos, ma sœur creusait ma tombe financière. Elle n'était pas seulement l'enfant gâté, elle était une fraudeuse. Et ma mère était sa complice. J'ai continué à amasser ces lettres, une par une. Je documentais ma propre vie, je rassemblais les pièces d'un puzzle que je ne comprenais pas encore tout à fait. Je ne savais pas que ces preuves allaient bientôt devenir ma seule ligne de défense dans la guerre qui se préparait. Le jour où tout a basculé a commencé comme tous les autres jours, par un cri d'Isaline. Mais ce jour-là, le cri était différent. Plus perçant. Plus personnel. J'étais rentrée fatiguée de mon travail aux archives. J'avais passé la journée dans les sous-sols, à classer des registres paroissiaux du XVIIIe siècle, l'odeur de la poussière et du papier ancien collé à mes vêtements. J'aspirais juste au silence de ma chambre, à un bol de soupe et à mon lit. Je suis allée dans la cuisine pour me servir un verre d'eau. La cuisine était le théâtre habituel de nos conflits. Le carrelage blanc était taché, la lumière au néon au-dessus de l'évier clignotait, produisant un grésillement agaçant. C'est là qu'elle m'attendait. Où est ma palette, a-t-elle hurlé. Elle n'a même pas dit bonjour. Son visage était rouge, congestionné par la rage. Ses cheveux blonds, dont elle était si fière, étaient en désordre. Je n'ai même pas levé les yeux, continuant à remplir mon verre.
Quelle palette, Isaline? Ne fais pas l'innocente. Ma nouvelle palette de maquillage. Celle que j'ai achetée hier. Je sais que tu l'as prise, espèce de fouineuse. Tu es jalouse de tout ce que j'ai. J'ai soupiré. J'étais trop fatiguée pour ça. Je ne suis même pas entrée dans ta chambre, Isaline. Je ne touche jamais à tes affaires. Et d'ailleurs, tu l'as achetée avec quel argent? La question était de trop. C'était la vérité qu'elle ne supportait pas d'entendre. La palette avait dû coûter au moins 60 €. 60 € que je savais pertinemment qu'elle n'avait pas, et qui provenaient sans doute encore une fois de l'argent que ma mère m'avait emprunté. Elle n'a pas répondu. Elle a poussé un cri strident, un son presque animal, et elle a foncé sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'avais 23 ans, mais face à sa fureur, j'étais redevenue une enfant. Elle m'a plaqué violemment contre le mur. Ma tête a heurté le plâtre dans un bruit sourd. L'odeur de la poussière et du plâtre m'a envahi le nez. J'ai lâché mon verre. Il s'est brisé sur le carrelage dans un fracas de cristal, explosant en 1000 morceaux. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. J'ai essayé de me protéger, de lever les bras, mais elle était plus forte, animée par une fureur que je ne lui connaissais pas. Elle m'a maintenue contre le mur d'une main, avec une précision vicieuse, elle a levé son coude droit et l'a abattu de toutes ses forces sur mon flanc, juste sous ma poitrine. J'ai entendu le « crac ». Ce n'était pas un son fort. C'était un son mat, sec, horrible. Un son que j'ai plus senti que je ne l'ai entendu. Un bruit intérieur, le bruit de quelque chose qui se brise en moi. La douleur a explosé. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était une décharge électrique, une brûlure intense, comme si on m'enfonçait 1000 aiguilles rouillées dans les poumons. Le souffle m'a manqué instantanément. Ce n'était pas une métaphore. L'air a été chassé de mes poumons dans un vide absolu. Je ne pouvais plus inspirer. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondrée sur le sol, au milieu des morceaux de verre et de l'eau. J'ai essayé de reprendre ma respiration, mais chaque tentative était une nouvelle vague d'agonie. La panique pure, animale, m'a saisie. Je suffoquais. J'ai hurlé. Un cri étranglé par la douleur et le manque d'air. Maman! À l'aide! Maman! J'ai rampé sur le carrelage froid et collant. Elle m'a fait mal. Je ne peux plus respirer. Je crois qu'elle m'a cassé quelque chose. J'entendais le bruit de la télévision dans le salon. Une musique de jeu télévisé. J'attendais. J'attendais les pas précipités, l'inquiétude, l'aide. J'attendais ma mère. Mais la réponse que j'ai reçue, la réponse de ma propre mère, a été pire que le coup lui-même. Elle a été le véritable coup de grâce. Elle a été la confirmation de tout ce que j'avais toujours su au fond de moi. J'étais à quatre pattes sur le sol de la cuisine, luttant pour chaque bouffée d'air, quand ma mère, Prudence, est enfin apparue dans l'encadrement de la porte. Elle n'a pas couru. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle tenait un bol de pop-corn à la main, son regard passant paresseusement de moi, au sol, à Isaline, qui haletait encore de fureur, les poings serrés. « Oh, Adélie, arrête ta comédie, dit-elle en soupirant. Sa voix était lasse, comme si je venais de renverser un verre de lait, pas comme si j'étais en train de suffoquer à ses pieds. Maman, j'ai réussi à articuler, les larmes de douleur et d'incrédulité montant. Je ne peux plus respirer. Je crois qu'elle m'a cassé une côte. Son regard s'est durci. Elle a levé les yeux au ciel, un geste de pure exaspération. Tu es tellement dramatique. Toujours à exagérer pour attirer l'attention. C'est sûrement juste un bleu. Prends un Doliprane et arrête de gâcher la soirée. Il y a un bon film qui commence. Isaline, voyant qu'elle avait le champ libre, qu'elle était protégée, a renchéri. C'est de sa faute. Elle m'a provoqué. Elle m'a insulté. J'ai ignoré Isaline. Je ne la voyais même plus. Je ne voyais que ma mère. Je me suis tournée vers elle, la suppliant du regard. J'ai mal. Vraiment mal. Il faut appeler. J'ai vu mon téléphone portable sur le plan de travail, là où je l'avais posé en rentrant. J'ai utilisé mes dernières forces pour me hisser, en grimaçant. J'ai attrapé le téléphone.
Mes doigts tremblaient, couverts d'eau et d'un peu de sang, à cause d'un éclat de verre que j'avais attrapé sans m'en rendre compte. Je cherchais le numéro du SAMU, le 15. C'est là que Prudence a bougé. Elle a traversé la cuisine en 3 pas. Son visage, d'habitude si placide, était déformé par la panique. Mais ce n'était pas de la panique pour moi. C'était de la panique pour Isaline. Elle m'a arraché le téléphone des mains. Le geste était si brusque que j'ai failli retomber. Pas les flics, a-t-elle sifflé, sa voix basse et menaçante. Tu ne vas pas appeler la police pour ça. Tu te rends compte de ce que ça ferait? Mais... Maman, j'ai mal. Je me fiche que tu aies mal, a-t-elle hurlé, me coupant la parole. Ça va être inscrit sur son casier judiciaire. Isaline est en plein processus de recrutement, elle a des entretiens importants. Tu vas ruiner sa carrière. Tu vas gâcher sa vie. C'est ça que tu veux? Gâcher la vie de ta sœur pour un simple bleu? Mon père, Anselme, est apparu à son tour. Il a vu la scène. Moi, en pleurs, tenant mes côtes. Isaline, furieuse. Ma mère, le téléphone à la main. Il a juste secoué la tête. Adélie, arrête ton cinéma. Tu es hystérique. Hystérique. Ma sœur venait de m'agresser physiquement. Je ne pouvais plus respirer. Et la seule préoccupation de ma mère était la carrière d'Isaline. Mon père me traitait d'hystérique. J'ai pensé à ma carte vitale, toujours rattachée à eux, et à la mutuelle qu'ils n'avaient pas payée. J'ai pensé à mon compte épargne. Ces 3 000 € que j'avais mis de côté, euro par euro, pendant 2 ans. Disparus. Empruntés, par ma mère, il y a 2 mois, pour une urgence d'Isaline qui ne pouvait pas attendre. C'est à ce moment-là que je dois vous demander. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous obéi? Auriez-vous crié plus fort? Auriez-vous trouvé un moyen de vous enfuir et d'appeler à l'aide quand même? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. Je lis absolument tout, et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Ce soir-là, ils m'ont laissé seule. J'ai rampé jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte. J'étais seule, blessée, sans argent, sans assurance, et piégée par ma propre famille. Ils pensaient m'avoir brisée, corps et esprit. Ils pensaient que j'allais pleurer et me taire, comme toujours. Ils se trompaient lourdement. La nuit a été un enfer. Je n'ai pas de mots pour décrire la douleur. Chaque respiration était une lame de rasoir dans ma poitrine. Je ne pouvais pas m'allonger. J'ai passé la nuit assise sur mon lit, le dos contre le mur, essayant de trouver une position qui ne me donnait pas l'impression que mes poumons allaient exploser. Je n'ai pas dormi. Je suis restée là, dans le noir, à écouter le silence de l'appartement. Un silence qui n'était interrompu que par les rires étouffés d'Isaline, qui était au téléphone dans sa chambre. Elle avait déjà oublié. Pour elle, l'incident était clos. Le lendemain matin, la douleur était insupportable. Chaque mouvement était une torture. J'ai mis 20 minutes à simplement réussir à me lever de mon lit. Je suis sortie de ma chambre en me tenant les côtes, le visage gris de fatigue et de douleur. Isaline était dans la cuisine. Elle était fraîche, maquillée, en train de siffloter, se préparant un café comme si de rien n'était. Elle m'a vue, immobile dans l'encadrement de la porte, et un sourire mauvais, un rictus de mépris, s'est dessiné sur ses lèvres. Alors, la comédienne, dit-elle d'un ton moqueur, en buvant une gorgée de son café. On fait moins la maligne aujourd'hui? Tu fais toujours des bleus comme une pêche. T'es fragile. Elle a ri. Un petit rire aigu, qui m'a glacé le sang. À cet instant précis, quelque chose s'est passé en moi. Ce n'était pas de la colère. La colère m'avait quitté pendant la nuit, consumée par la douleur physique et la trahison. Elle avait été remplacée par autre chose. Un calme glacial. Un calme absolu, tranchant comme le verre brisé sur lequel j'avais rampé. C'était le « crack » de mon silence. Le moment où la victime que j'étais, la petite Adélie qui encaissait les coups et qui espérait qu'on l'aime, est morte. Et où autre chose est née. C'était le calme de l'archiviste qui trouve enfin le document manquant, la pièce qui donne un sens à tout le dossier. Mon métier, c'est de préserver la vérité. De classer les faits.
De m'assurer que rien n'est oublié. Et je venais de réaliser qu'Isaline n'était pas seulement ma sœur. Elle était un dossier à charge. Et ma mère était sa complice. J'ai hoché la tête doucement, sans un mot. Je n'ai pas répondu à sa provocation. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai sorti mon téléphone portable, mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. De détermination. J'ai ouvert l'application de l'appareil photo. J'ai levé mon t-shirt, en grimaçant de douleur. Le spectacle était horrible. Bien pire que ce que j'imaginais. Un hématome massif, d'un violet profond, presque noir au centre, avec des bords jaunes et rouges vifs, s'étalait sur tout mon flanc, de la taille d'un pamplemousse. On voyait distinctement le gonflement de la côte, une bosse anormale sous la peau tendue. Clic, j'ai pris une photo. Clic, une autre, avec le flash. Clic, sous un angle différent. Ensuite, j'ai activé la vidéo. J'ai filmé la blessure en gros plan. Puis j'ai retourné la caméra vers mon visage. J'ai essayé de respirer profondément. Le sifflement aigu et la grimace de douleur incontrôlable qui ont suivi étaient plus éloquents que n'importe quel mot. J'ai sauvegardé. Puis j'ai activé l'enregistreur audio. J'ai déverrouillé la porte et je suis retourné dans ma chambre, laissant la porte entr'ouverte. J'ai posé mon téléphone sur ma table de nuit, caché sous un livre. Plus tard dans la matinée, comme je l'avais prévu, ma mère est entrée sans frapper. « Tu comptes faire la tête longtemps ?» m'a-t-elle lancé, en me voyant assise sur mon lit. « J'espère que tu as compris la leçon d'hier. Pas un mot à personne. Pas de police. Ça ruinerait sa vie, tu m'entends? Tu ne vas pas nous faire ça. » Enregistré. Ce soir-là, j'ai tout transféré sur un service de cloud sécurisé, un compte que personne ne connaissait. J'ai créé un dossier. Je l'ai appelé « Dossier Isaline ». Preuve. Agression. Ils avaient construit leur narratif pendant 20 ans, Isaline la prodige, Adélie la dramatique. J'allais le déconstruire, document par document, fait par fait. Ils ne le savaient pas encore, mais la véritable partie venait de commencer. J'étais une archiviste, et j'allais faire mon travail. 3 jours ont passé. 3 jours où je vivais dans un brouillard de douleur. Je marchais comme une vieille femme, chaque pas était une torture. J'allais au travail en serrant les dents, m'isolant dans les sous-sols des archives où personne ne pouvait me voir grimacer. Isaline m'ignorait royalement, passant ses journées au téléphone à préparer ses entretiens. Mes parents faisaient comme si rien ne s'était passé. La vie de famille avait repris son cours normal, ignorant la blessure béante, au propre comme au figuré. J'ai attendu de recevoir ma paix. C'était une somme dérisoire, à peine de quoi vivre, mais c'était tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Sans mutuelle valide, j'aurais reçu une facture que je ne pourrais jamais payer. Et je savais qu'aux urgences, il me poserait des questions. Des questions qui m'auraient forcé à mentir ou à dire une vérité que je n'étais pas encore prête à gérer. Je suis allée à la petite maison de santé du quartier, un centre médical de proximité. J'ai dit à la secrétaire que j'étais tombée lourdement dans les escaliers. Le médecin qui m'a reçue était un homme d'une 50aine d'années, au regard fatigué mais perçant. Il m'a demandé de soulever mon t-shirt. En voyant l'hématome, qui avait maintenant viré au jaune et au violet foncé, son sourcil s'est levé. Tomber dans les escaliers, vous dites? Son ton était neutre, mais je savais qu'il n'en croyait pas un mot. Oui. J'ai glissé. Il a palpé doucement la zone. J'ai failli m'évanouir de douleur. Il a secoué la tête. La force de l'impact et la forme de l'échymose ne correspondent pas à une simple chute sur une marche. On dirait un coup direct. Un coup de poing, ou un coup de coude. Je n'ai rien dit. J'ai fixé le mur derrière lui. Il m'a envoyé faire une radio dans le centre de radiologie voisin. J'ai dû avancer l'argent. 1 heure plus tard, j'étais de retour dans son bureau, le cliché encore chaud à la main. Il l'a fixé sur le négatoscope. La lumière s'est allumée. Il n'a pas eu besoin de chercher longtemps. Mademoiselle, m'a-t-il dit, vous avez une fracture nette de la 9e côte flottante. Ce n'est pas une chute. C'est un coup direct et violent. Je devrais, légalement. S'il vous plaît, je l'ai coupé, ma voix soudainement ferme.
Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai juste besoin d'un rapport médical détaillé. Pour mon assurance. Il m'a regardé longuement, puis a soupiré. Il a compris que je ne dirais rien de plus. Il a tapé son rapport. Fracture. Traumatisme thoracique contondant. Ecchymose sévère. J'ai payé les 25 € de consultation non remboursés avec les dernières pièces de mon portefeuille. J'ai serré le rapport médical dans ma main. C'était plus que du papier. C'était la pièce maîtresse de mon dossier. La vérité, certifiée par un professionnel. Je suis rentrée à la maison, épuisée mais avec un nouveau sentiment de détermination. J'ai trouvé Isaline en train de parader dans le salon, un nouveau tailleur à la main. Je l'ai eu. J'ai l'entretien final, criait-elle à ma mère, qui était au téléphone. Une fondation privée de gestion du patrimoine, dans le Vieux-Lille. C'est prestigieux, maman, ils gèrent des millions. Ils vont me payer une fortune. Ma mère pleurait presque de joie au téléphone. Oh, ma chérie, je savais que tu y arriverais. Tu es la meilleure. Isaline m'a vue, debout dans le couloir, tenant mon rapport médical froissé. Elle m'a lancé un regard triomphant, un regard qui disait, tu vois, je gagne. Toujours. Tu n'es rien. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Profite bien, ai-je pensé. Cette nuit-là, la douleur de ma côte m'empêchant de dormir, je l'ai entendu travailler tard dans sa chambre, répétant sûrement ses réponses. Vers 2 heures du matin, elle est allée se coucher, laissant son ordinateur portable allumé sur la table de la salle à manger. Une habitude arrogante. Je me suis levée, grimaçant à chaque pas. La lumière de l'écran m'attirait comme un phare. Son CV était ouvert. Et là, en lisant la liste de ses références professionnelles, mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Elle avait fait une erreur. Une erreur stupide, arrogante. Elle avait laissé une trace. Et mon travail, c'est de suivre les traces. Sur le CV d'Isaline, sous la rubrique « Références », il y avait 3 noms. 2 étaient des amis de la famille que je ne connaissais pas. Mais le troisième était le nom d'un de ses anciens professeurs d'université. Un nom que je connaissais très bien. Pourquoi ? Parce que c'était le professeur qu'elle avait publiquement insulté sur Facebook 2 ans plus tôt. Je m'en souvenais parfaitement. Elle avait eu une mauvaise note à son mémoire de fin d'études, et elle avait passé une semaine à le traiter des « incompétents », de « vieux fossiles » et de « misogynes » dans des publications publiques, visibles de tous ses amis. Elle avait sûrement effacé la publication depuis. Elle n'était pas si stupide. Mais elle avait oublié une chose. Elle avait oublié mon métier. En tant qu'archiviste, je connais un outil merveilleux, la Wayback Machine, la mémoire d'Internet, un site qui archive des milliards de pages web. Je me suis assise à sa place, la chaleur de l'ordinateur encore présente. En moins de 10 minutes, j'avais retrouvé une archive de sa page Facebook datant de 2022. Et la publication était là. En toutes lettres. Injures, menaces, tout y était. J'ai pris des captures d'écran. J'ai enregistré la page. J'ai tout transféré sur mon cloud. Mais ce n'était pas tout. Je savais aussi qu'elle avait menti sur ses heures de stage. Sur son CV, elle prétendait avoir fait 6 mois de stage dans un petit musée local. Je me souvenais très bien qu'elle avait été renvoyée au bout de 3 semaines. Pourquoi ? Comportement inapproprié et irrespectueux envers le conservateur. Ma mère avait dû y aller pour l'excuser, en vain. Isaline avait construit un château de cartes. J'allais souffler dessus. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle parte se vanter de son entretien chez des amis, toute fière dans son nouveau tailleur. J'ai pris mon téléphone. J'ai vérifié le nom de la fondation sur son ordinateur. J'ai appelé le standard. J'ai demandé à parler au service des ressources humaines. Ma voix était calme, professionnelle. Bonjour, madame. Mon nom est Adélie. Je vous appelle concernant une candidate que vous recevez bientôt, madame Isaline, pour le poste de gestionnaire de patrimoine. La femme au bout du fil était silencieuse. Intriguée. J'ai continué. Je suis archiviste municipal, et je crois fermement en l'importance de l'exactitude des dossiers et en l'intégrité. J'ai choisi mes mots avec soin.
Je ne vous appelle pas par méchanceté. Je vous appelle par devoir civique. Et, pour être honnête, par sécurité. Puis, j'ai tout envoyé. J'ai appuyé sur « Envoyer » depuis mon propre ordinateur, 1 minute avant mon appel. L'email était intitulé « Informations confidentielles et vérification des antécédents, dossier Isaline ». À l'intérieur, j'avais méticuleusement listé et joint les photos de mes côtes brisées. Le rapport médical officiel confirmant l'agression et la fracture. L'enregistrement audio de ma mère m'ordonnant de ne pas appeler la police pour « sauver la carrière » d'Isaline. Les captures d'écran des insultes publiques envers le professeur qu'elle citait en référence. Une note brève expliquant la falsification de son stage de 6 mois, avec le nom du conservateur du musée. J'ai terminé l'email par une simple phrase, « Ceci est le genre de personne que vous envisagez d'embaucher pour gérer un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Je vous laisse juge de son intégrité et de sa stabilité. Je vous invite à consulter l'email que je viens de vous adresser, ai-je dit à la dame des RH. J'ai entendu le clic de sa souris. Un long silence. Puis un soupir étouffé. Mon Dieu. Merci, mademoiselle. Nous allons traiter ceci avec le plus grand sérieux. Merci de nous avoir prévenus. Certains diront que c'était cruel. Que c'était une trahison familiale. Mais après des années d'abus, après avoir eu un os brisé dans mon propre corps par sa faute, n'est-ce pas simplement la justice? N'est-ce pas simplement fournir les faits, comme le ferait un archiviste? Continuez à écouter, car ce n'était que le début de la chute. Ce n'était que la première bombe. J'ai raccroché. Je n'avais plus qu'à attendre l'explosion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, Isaline est partie pour son grand entretien final. Elle était rayonnante, presque insupportable. Elle avait passé 1 heure dans la salle de bain. Elle portait son tailleur le plus cher, celui acheté avec l'argent de mon compte épargne. Et, j'ai remarqué avec un pincement au cœur, elle portait le collier en or que ma grand-mère m'avait laissé. Mon seul bijou de valeur. Ma mère le lui avait donné il y a quelques mois, disant qu'il lui allait mieux à elle et que moi, je ne sortais jamais de toute façon. Encore une partie de moi qu'elle m'avait volée. Elle est partie à 9 heures, pleine d'assurance. Elle était de retour à midi. Je l'ai entendue avant de la voir. La porte d'entrée a claqué si fort que le petit cadre photo dans le couloir est tombé du mur. Puis ce fut un cri. Un hurlement de rage pure, un son que je ne lui avais jamais entendu pousser, même la veille de l'agression. Je suis sortie de ma chambre, le cœur battant. Elle était dans l'entrée, son sac à main de luxe jeté par terre. Son tailleur était froissé. Son visage était décomposé. Le maquillage parfait avait coulé. Ses yeux étaient fous. Owen m'a saboté, a-t-elle hurlé au plafond. Ma mère est sortie de la cuisine en courant, une éponge à la main. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? L'autre tien? Il savait. Isaline suffoquait, des larmes de rage coulant sur ses joues. Je suis arrivée, et ils m'ont fait asseoir. Le directeur et la femme des RH. Ils n'ont pas posé de questions sur mon CV. Ils m'ont regardé froidement et m'ont dit qu'ils avaient reçu un dossier anonyme à mon sujet. Ma mère est devenue blême. Elle a lâché son éponge. Un dossier, a continué Isaline, sa voix montant dans les aigus, avec des accusations d'agression, de fraude, des photos. Maman, il y avait des photos, et des enregistrements. Ils m'ont fait écouter. Ils m'ont demandé si c'était ta voix sur la bande. Ils m'ont dit que j'étais une personne violente et instable, et que ma candidature était une insulte. Ma mère s'est appuyée contre le mur, la main sur la bouche, horrifiée. Pas parce qu'Isaline avait fait. Horrifiée que cela ait été découvert. Puis, les yeux d'Isaline se sont tournés vers moi. J'étais debout dans le couloir, immobile, mon visage impassible, observant la scène. Théoï, a-t-elle sifflé, le doigt pointé vers moi comme une griffe. C'est toi. Espèce de petite. Je n'ai pas scié. J'ai juste incliné la tête.
La vérité finit toujours par refaire surface, Isaline, non? C'est la première chose que j'ai apprise aux archives. Les faits sont têtus. La rage l'a submergée. Elle a poussé un nouveau cri et s'est jetée sur moi. Mais cette fois, je n'étais pas surprise. Je m'attendais à sa violence. J'ai fait un pas de côté. Elle a raté son coup et s'est écrasée contre le mur du couloir, le mur même où elle m'avait plaqué. L'ironie était amère. Le chaos a éclaté. Ma mère criait. Isaline jetait des objets. Mon père est sorti de sa chambre en criant « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» J'ai reculé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je les entendais hurler dans le couloir. Mais je n'avais pas peur. J'ai mis mes écouteurs et j'ai souri. L'après-midi même, Isaline a reçu un email de la fondation. Ce n'était pas juste un rejet. Elle était non seulement rejetée, mais mise sur liste noire. L'email mentionnait aussi qu'en raison des preuves de falsification de documents académiques et professionnels, ils avaient contacté son ancienne université pour signaler la fraude. Le premier domino venait de tomber, et il entraînait tous les autres. Isaline avait perdu sa future carrière. Sa réputation était ruinée. Mais elle ne savait pas encore qu'elle était sur le point de perdre bien plus que cela. Elle avait perdu son avenir. Elle ne savait pas encore qu'elle allait aussi perdre son toit. Isaline était brisée. Elle passait ses journées au lit, pleurant ou hurlant sur ma mère. Elle ne me parlait plus, me lançant seulement des regards pleins d'une haine si pure qu'elle en était presque tangible. Ma mère, elle, me préparait un traitement silencieux, me servant mes repas froidement, comme si j'étais une étrangère, une ennemie sous son toit. Mais la partie n'était pas terminée. Ce n'était que l'acte 1. Isaline avait détruit ma santé physique. Mes parents avaient détruit ma santé financière. Il était temps de régler les comptes, de solder l'ardoise. Ma mère m'avait toujours dit que Pépé Léandre, mon grand-père maternel, n'avait rien laissé à sa mort, il y a 10 ans. Il a tout dépensé, disait-elle. Il n'a laissé que des dettes. C'était leur excuse permanente pour me prendre mon argent. On rembourse encore les erreurs de ton grand-père, Adélie. C'est pour ça qu'on est serré. Mais j'étais une archiviste. Je ne crois pas aux histoires, je crois aux documents. Pépé Léandre m'adorait. J'étais sa favorite. Il disait toujours que j'étais la seule à avoir hérité de son esprit logique. Il se méfiait terriblement de sa propre fille, ma mère Prudence, qu'il jugeait frivole et manipulatrice. Pendant qu'Isaline pleurait sur sa carrière perdue, j'ai pris un jour de congé. Je ne suis pas allée aux archives municipales. Je suis allée aux archives départementales, puis au service de la publicité foncière de Lille. J'ai payé la modeste somme requise pour consulter les titres de propriété de notre appartement. Je voulais voir ses dettes. Ce que j'ai découvert m'a fait l'effet d'une bombe. J'ai dû m'asseoir. Pépé Léandre n'avait pas laissé de dettes. C'était un mensonge. C'était un homme incroyablement intelligent et prévoyant. Il n'avait pas mis l'appartement au nom de ma mère. Il savait qu'elle le dilapiderait. Il avait créé une SCI, Société Civile Immobilière, une structure juridique française très courante. Et dans les statuts de cette SCI, que j'ai lus avec des mains tremblantes, Pépé Léandre avait fait de moi, Adélie, l'actionnaire majoritaire, avec une prise d'effet à mes 18 ans. L'appartement était à moi. Mes parents n'avaient que l'usufruit le droit d'y vivre jusqu'à leur mort. Mais et c'est là que le génie de Pépé est apparu. Cet usufruit était soumis à une condition très claire, rédigée en termes légaux stricts par le notaire. Je l'ai lu 10 fois, il devait gérer le bien en bon père de famille, et ne devait, en aucun cas porter préjudice aux intérêts financiers ou moraux du nu propriétaire. Le nu propriétaire, c'était moi. J'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Intérêts financiers. J'ai pensé aux 3 000 € de mon compte épargne, emprunté, de force. Intérêts moraux. J'ai pensé à ma côte cassée. Et puis, j'ai pensé aux lettres. Les lettres de Sofinco et Cofidis. L'usurpation d'identité commise par Isaline, couverte par ma mère. Ce n'était pas seulement un préjudice. C'était un crime. Ils n'avaient pas seulement violé ma confiance. Ils avaient violé les termes légaux de l'acte de propriété. Ils avaient violé le testament de Pépé Léandre.
Je suis sortie de là. Je ne suis pas rentrée à Roubaix. J'ai pris rendez-vous avec le premier avocat que j'ai trouvé sur la liste de l'aide juridictionnelle, l'aide légale de l'État pour les faibles revenus. J'ai étalé tous mes documents sur son bureau en acajou. Mon dossier Isaline, le rapport médical, les photos, l'audio. Et mon nouveau dossier Prudence, les statuts de la SCI, les lettres de crédit, mes relevés de compte bancaire prouvant le virement forcé. L'avocat a lu le tout en silence, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Quand il a eu fini, il a levé les yeux vers moi. Il n'y avait aucune pitié dans son regard. Juste une froide colère professionnelle. Mademoiselle, dit-il, ils n'ont plus aucun droit. L'abus financier, la complicité d'agression et la complicité d'usurpation d'identité sont des violations flagrantes et répétées de la clause d'usufruit. L'appartement vous revient de plein droit. Nous pouvons lancer la procédure d'expulsion immédiatement. Ils pensaient que j'étais leur prisonnière, vivant sous leur toit. En réalité, j'étais leur propriétaire. J'étais leur juge. Et le marteau était sur le point de tomber. L'avis d'expulsion était déjà en cours de rédaction. Je ne suis pas partie. Je n'ai pas fait mes valises en secret pour fuir. C'était chez moi. C'étaient eux, les intrus. Je suis rentrée à la maison ce soir-là, les documents officiels de l'avocat dans mon sac. J'ai attendu. J'ai attendu qu'ils soient tous les trois dans le salon, une scène de dysfonctionnement familial classique. Isaline avachie sur le canapé, regardant la télé-réalité d'un œil mort. Prudence lui coupant une pomme. Anselme, dans son fauteuil, avec son journal. J'ai éteint la télévision. Et, a crié Isaline. J'ai posé l'enveloppe officielle de l'étude d'avocat sur la table basse. Une grande enveloppe Kraft, rigide. Qu'est-ce que c'est que ça, encore, a craché ma mère, agacée par l'interruption. Des factures que t'as encore oubliées? C'est un avis, ai-je dit calmement. Ma voix ne tremblait pas, un avis officiel. Vous avez 30 jours pour quitter mon appartement. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Isaline a ri la première. Un rire nerveux, hystérique. Elle est devenue complètement folle. Maman, elle a pété les plombs. Mon père Anselme a froncé les sourcils, abaissant son journal. Adélie, arrête tes bêtises. Ce n'est pas drôle. Seule ma mère Prudence a compris que ce n'était pas une blague. Elle a vu le sérieux de mon visage, l'entête officielle. Elle a arraché la lettre de l'enveloppe. J'ai regardé son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la terreur pure. Ses joues ont perdu toute couleur. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère trembler. Il ne peut pas, bégaya-t-elle, ses yeux scannant le document. L'appartement, c'est... Pépé. Non. C'est à moi, ai-je coupé, ma voix tranchante. Pépé Léandre s'en est assuré. Il me l'a légué en nue propriété. Et vous n'aviez que l'usufruit. Un usufruit conditionnel. J'ai pointé le document. Et vous avez violé les conditions. L'abus financier, les 3000 €, l'usurpation d'identité d'Isaline que tu as couverte. Vous avez tout perdu. Légalement. Isaline a compris. La réalisation l'a frappée. Elle n'a pas pleuré. Elle a hurlé. Menteuse. Salope. Elle s'est jetée sur moi. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans ciller. Touche-moi encore, Isaline. Vas-y, donne-moi juste une raison de plus d'appeler la police et d'ajouter « violation de l'avis d'expulsion » à ton dossier. Et c'est. Elle s'est arrêtée net, la main levée, à quelques centimètres de mon visage. Elle tremblait de rage, mais elle avait peur. Pour la première fois, elle avait peur de moi. Les 30 jours qui ont suivi ont été un véritable enfer. L'appartement était une cocotte-minute de haine. Isaline ne trouvait rien. Le petit monde du patrimoine dans l'Île-de-France, surtout entre Lille et Roubaix, lui avait fermé ses portes. Sa réputation était ruinée. Elle passait ses journées au lit, ne sortant que pour manger et utiliser les toilettes, comme un fantôme en colère. Mes parents ont essayé de me manipuler. Tous les jours. D'abord, Prudence a tenté la culpabilité. Tu jettes ta propre famille à la rue?
Ta mère? Ton père? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi, ai-je répondu, à part me voler et me laisser avec une côte cassée? Puis, les menaces. On est une famille, Adélie, on doit se serrer les coudes. Tu ne peux pas nous faire ça. Pas une seule fois. Pas une seule fois en 30 jours je n'ai entendu les mots « je suis désolé ». Le plus dur, ce fut mon père. Un soir, il m'a attrapé dans le couloir, son visage défait. Tu ressembles tellement à ton grand-père, m'a-t-il dit, les yeux pleins d'un vieux ressentiment. Froid, dur et calculatrice. Non, papa, ai-je répondu, soutenant son regard. Juste quelqu'un qui lit les petits caractères des contrats. Ce que vous auriez dû faire tous les deux. Les jours passaient. La tension montait. Les cartons s'entassaient lentement dans le couloir. Je savais qu'Isaline, acculée, n'allait pas partir sans un dernier acte de violence. J'étais prête. J'avais mon téléphone chargé en permanence dans ma poche. Nous étions à une semaine de la date limite d'expulsion. Le 23 du mois. L'atmosphère était électrique, irrespirable. La plupart de leurs affaires étaient en carton. Isaline était comme un animal en cage, tournant en rond, marmonnant toute seule. J'étais dans ma chambre, en train de trier mes propres affaires, décidant ce que j'allais garder et ce que j'allais jeter pour ma nouvelle vie. J'avais la fenêtre ouverte, l'air frais d'octobre entrait. Ma porte s'est ouverte à la volée, frappant le mur si fort qu'un morceau de plâtre est tombé. Isaline était là, les yeux injectés de sang. Elle portait le même vieux peignoir qu'elle traînait depuis 3 jours. C'est de ta faute, a-t-elle sifflé. Tout est de ta faute. Tu as toujours été jalouse. Tu es obsédée par ton rôle de victime, tu es pathétique. Tu n'as jamais rien eu, alors tu veux tout nous prendre. Je n'ai pas levé les yeux de mes livres. J'étais calme. Sors de ma chambre, Isaline. Tu as tout gâché. Ma vie est finie à cause de toi. J'aurais pu être quelqu'un. J'aurais pu avoir cet appartement, cet argent, si tu n'avais pas existé. Je me suis levée lentement. Ta vie est finie parce que tu m'as brisé une côte et que tu as fraudé sur ton CV. Ta vie est finie parce que tu as volé mon identité pour t'acheter des futilités. Moi, je n'ai fait que dire la vérité. Je n'ai fait que présenter les faits. Je hais ta vérité. Elle a attrapé la tasse de café froid qui était sur mon bureau depuis le matin. Et elle me l'a jetée au visage. J'ai tourné la tête juste à temps. L'instinct. La tasse s'est écrasée contre le mur, juste à côté de ma tête, explosant en 1000 morceaux de céramique. Le café froid et les éclats de porcelaine m'ont giflé la joue et le cou. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai essuyé le café froid de ma joue avec le dos de ma main. J'ai regardé la tache brune dégoulinée sur le mur. Puis j'ai regardé Isaline. Elle haletait, le bras encore en l'air. Elle avait franchi la ligne. La dernière. Très calmement, j'ai pris mon téléphone dans ma poche. J'ai composé le 17. Police nationale, bonjour. Bonjour, ai-je dit d'une voix claire, forte, sans jamais quitter Isaline des yeux. Son visage venait de se figer dans l'horreur. Elle a compris ce que je faisais. Je m'appelle Adélie. Je suis au 14, rue de l'Espoir à Roubaix. Ma sœur vient de m'agresser physiquement. Elle m'a jeté un objet au visage. Isaline a commencé à trembler. Non, non. Adélie, non, s'il te plaît. Raccroche. Raccroche. Ma mère a déboulé dans la chambre, attirée par le bruit. Elle a vu la tasse brisée, le café sur le mur, le téléphone à mon oreille. Que as-tu fait, a-t-elle hurlé. Raccroche. Raccroche tout de suite. Ils sont en route, maman, ai-je dit, en terminant l'appel avec l'opérateur. Prudence s'est jetée à mes pieds. Littéralement. Elle s'est agrippée à mon jean, en pleurant, en suppliant. Adélie, je t'en supplie. Pas ça. Pense à son avenir. Pense à ce que ça va lui faire. Fais disparaître ça. Dis-leur que c'était une erreur. Je t'en prie. Je l'ai regardée, elle, à genoux devant moi, suppliant pour la carrière d'Isaline, pour son avenir, alors qu'elle n'avait jamais eu un mot de réconfort pour ma côte cassée, pour ma douleur.
J'ai secoué la tête. Tu aurais dû penser à son avenir le jour où je ne pouvais plus respirer, maman, ai-je dit froidement. Tu aurais dû y penser quand tu m'as volé mon argent. Maintenant, va dire ça aux officiers. La police est arrivée en moins de 10 minutes. 2 officiers. Ils ont vu la tasse brisée, le café sur le mur, le calme de mon visage, et la panique hystérique d'Isaline et de ma mère qui criaient que je mentais. Ils ont emmené Isaline au poste pour une déposition. Une main courante a été déposée, avec menace de poursuite si elle s'approchait encore de moi. Ce fut la fin. Le jour de leur départ, une semaine plus tard, fut silencieux. L'avis d'expulsion était arrivé à terme. Ils n'avaient plus le choix. Isaline est partie la première, traînant 2 sacs poubelles remplis de vêtements, le visage bouffi et haineux. Elle n'a pas dit au revoir. Mon père Anselme est parti ensuite. Il n'a pas levé les yeux du sol. Il est juste sorti, sa valise à la main, comme un fantôme. Il n'a pas dit un mot. Ma mère Prudence a été la dernière. Elle s'est arrêtée sur le seuil. L'appartement était vide derrière elle. J'espère que tu seras heureuse, toute seule, dans ton grand appartement vide, m'a-t-elle craché, ses yeux pleins de venin. Je le serai, ai-je répondu en fermant la porte. Le clic de la serrure a résonné dans le silence. Je me suis tenue au milieu du salon vide pendant une longue minute. J'ai écouté. Il n'y avait rien. Pas de cris. Pas de télévision. Pas de tension. Juste le bruit lointain de la circulation, et le léger sifflement du vent. Ce n'était pas le silence de la peur. C'était le silence ordonné et paisible de mes archives. La maison était vide. Mais ma vie, elle, ne faisait que commencer. La première chose que j'ai faite a été d'aérer. J'ai ouvert toutes les fenêtres de l'appartement, même s'il faisait froid dehors. J'ai laissé l'air frais de Roubaix chasser des années de ressentiment, de mensonges et de peur. J'avais l'impression de respirer pour la première fois. Puis, j'ai commencé la rénovation. Pas une rénovation coûteuse, mais une rénovation symbolique. J'ai jeté les vieux meubles imprégnés de mauvais souvenirs. J'ai acheté des seaux de peinture blanche. Tellement de peinture blanche. J'ai peint par-dessus le jaune sale des murs, par-dessus la tache de café qu'Isaline avait laissée. Chaque coup de rouleau était une libération. Et j'ai fait la chose la plus importante. J'ai transformé l'ancienne chambre d'Isaline, celle qui avait toujours été plus grande que la mienne, en mon propre atelier d'art. Là où elle avait comploté et ragé, j'ai installé mes toiles, mes pinceaux, ma table à dessin. Mon travail aux archives concernait le passé, la préservation des faits. Mon art, c'était mon avenir, la création de ma propre vérité. 2 semaines plus tard, j'ai appelé l'université de Lille. J'ai demandé à parler au service des admissions. Bonjour, ai-je dit, mon nom est Adélie. J'avais reçu une bourse d'études en art l'année dernière, que j'avais dû mettre en attente pour des raisons familiales. Je voudrais savoir si elle est toujours valide. Ma vie a changé. Elle s'est scindée en 2, de la plus belle des manières. Le jour, j'étais l'archiviste méticuleuse, préservant l'histoire. Le soir et les week-ends, j'étais l'étudiante en art, construisant mon futur. J'ai commencé à vendre mes premières illustrations en ligne. Et puis, l'ironie ultime. J'ai reçu un contrat en freelance. Une fondation culturelle à Lille avait besoin d'illustrations pour son rapport annuel. C'était une de ces fondations prestigieuses où Isaline avait rêvé de travailler. L'univers a un étrange sens de l'humour. Un jour, j'ai reçu un message sur LinkedIn. Un compte anonyme, mais je savais d'où il venait. Avez-vous vraiment détruit la vie de votre sœur juste pour réussir à sa place? Vous n'avez pas honte? J'ai souri. J'ai tapé ma réponse, sachant qu'Isaline la lirait. Non. Je n'ai pas détruit sa vie. Je n'ai fait que classer le dossier correctement. Ma sœur s'est simplement retrouvée coincée dans les documents qu'elle avait elle-même falsifiés. J'ai bloqué l'utilisateur. Aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'Isaline vivait chez une vague amie à Arras, enchaînant les petits boulots sans avenir, son nom étant grillé dans le milieu du patrimoine. Mes parents avaient emménagé chez une tante, dans un petit appartement, où, apparemment, ma mère n'avait plus le beau rôle et devait participer aux tâches ménagères. Le jour de ma remise de diplôme,
je n'ai invité personne de ma famille biologique. Mais ma nouvelle famille était là. Mes amis de l'université. Et même Madame Verlet, des archives, qui m'avait souri, fière. En montant sur scène pour recevoir mon diplôme, je ne portais pas le collier volé par Isaline. Je portais la vieille montre de Pépé Léandre, celle qu'il m'avait laissée, cachée au fond d'une boîte. Un symbole de temps, de vérité et de prévoyance. En serrant le parchemin dans ma main, j'ai murmuré pour moi-même, et pour lui, celle-ci est pour Pépé. Et pour toutes les fois où on m'a dit de me taire. Mon histoire est terminée. Enfin, cette partie de mon histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avez-vous déjà dû vous battre contre votre propre famille pour retrouver votre vie? Avez-vous déjà vécu une injustice financière, une trahison que vous avez dû surmonter par vos propres moyens? Partagez vos propres histoires de résilience dans les commentaires. Je crois que nous sommes nombreux à avoir dû réécrire notre propre fin, à avoir dû devenir nos propres archivistes pour que la vérité éclate. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », cela m'aide énormément à savoir ce qui vous plaît. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires où la vérité, même si elle est longue à venir, finit toujours par triompher.